Bienvenue sur ce résumé de Les 7 habitudes de ceux qui accomplissent tout ce qu'ils entreprennent, le livre qui va changer votre vie de Stephen R. Covey. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Les bonnes habitudes sont le secret de la réussite dans la vie. Les êtres humains sont des créatures d'habitude. Nos routines définissent notre caractère et exercent une force invisible sur notre comportement. Ce que nous faisons dépend de nos pratiques. Par conséquent, la meilleure façon d'atteindre un objectif valable est de s'entraîner à faire des choses qui mènent sans effort à l'objectif final. La partie la plus difficile et la plus importante est de vouloir et d'être prêt à mettre en œuvre un changement durable dans votre vie. Le véritable changement vient de l'intérieur. Nous avons beaucoup entendu parler de réussite, d'amélioration de la vie, de passage à l'acte. En remontant aussi loin que 1776, Stephen Covey a divisé la fiction en deux groupes, promouvoir l'éthique de la personnalité et enseigner l'éthique du caractère. L'idée sous-jacente à ce concept est qu'il est possible d'acquérir des compétences spécifiques pour produire un changement de comportement. La compréhension des subtilités de la communication verbale et non verbale entraînera un changement souhaitable. L'éthique de la personnalité fournit un raccourci. Le seul problème est que cette approche ne dure pas, car elle ne permet pas d'obtenir un changement durable. Le changement de caractère est plus durable que le changement de comportement. L'éthique de la personnalité est superficielle mais séduisante parce qu'elle offre une solution rapide. Travailler sur notre caractère n'est pas facile. Il faut changer d'identité. Nous devons adapter notre vision du monde, notre système de croyances et nos habitudes pour nous mettre sur la voie d'une réussite durable. Par exemple, les vertus telles que la fidélité, l'intégrité et l'honnêteté ne peuvent venir que de l'intérieur. Ce ne sont pas des techniques à apprendre. Ce sont plutôt des traits de caractère issus d'un système de croyances particulier. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez adapter votre système de croyances et développer les habitudes qui vous rendront très efficaces. Point clé 2. Concentrez-vous sur des domaines spécifiques de votre vie et modifiez vos paradigmes pour amorcer un changement durable. Vous devez prêter attention à 7 domaines clés pour devenir très efficace. Il serait utile que vous appreniez à 1. Agir, ne pas réagir. 2. Prévoir les conséquences avant de se lancer. 3. Planifiez vos priorités au lieu de donner la priorité à votre emploi du temps. 4. Recherchez les avantages communs. 5. Écoutez les autres avant d'essayer de vous faire entendre. 6. Travaillez avec les autres pour obtenir des résultats exponentiels. 7. Maintenir un système efficace. Une fois que vous vous êtes concentré sur ces domaines, vous devriez commencer à explorer vos paradigmes. Les paradigmes sont le filtre à travers lequel nous voyons le monde qui nous entoure. Deux personnes peuvent regarder une foule et voir des choses totalement différentes. Cela dépend du paradigme qu'elles utilisent. Lorsque votre vision du monde s'aligne avec les principes de base sur lesquels l'univers fonctionne, vous pouvez gérer la vie avec succès. Une personne dont le paradigme est négatif verra continuellement de la négativité, tandis qu'une personne dont le paradigme est positif trouvera du réconfort même dans la douleur. Un paradigme est un modèle que nous appliquons pour expliquer certains phénomènes. Notre ensemble de paradigmes détermine notre caractère. Les paradigmes peuvent faire la différence entre la réussite et l'échec dans les affaires et les relations. Un changement de paradigme se produit lorsque nous remettons en question nos comportements et nos attitudes et que nous les modifions progressivement. Par exemple, Stephen Covey a vécu un changement de paradigme un dimanche matin dans un wagon de métro relativement silencieux. Un homme et 16 enfants sont montés à bord et le véhicule est devenu immédiatement bruyant. Étonnamment, l'homme ne faisait rien pour contrôler ses enfants indisciplinés. Stephen Covey était tellement irrité par le bruit qu'il a demandé au père d'encadrer ses enfants. L'homme a dit qu'il revenait de l'hôpital où leur mère était décédée. Il ne voulait pas contrôler les enfants parce qu'ils étaient tous angoissés. Sa réponse a fait passer l'humeur de Stephen Covey de l'irritation et de l'agacement à la compassion et à la volonté d'aider. Tel est le pouvoir du paradigme. Les changements de paradigme ne sont généralement pas soudains. Ils nécessitent une tentative délibérée de passer de la manière dont nous percevons les choses au développement de qualités universellement reconnues comme charitables. Nos paradigmes, corrects ou incorrects,
sont à l'origine de nos attitudes et de nos comportements et, en fin de compte, de nos relations avec les autres. Stephen R. Covey. Point clé 3. Nous devrions exercer notre capacité de proactivité plutôt que de réaction. Le fait d'être proactif nous distingue des autres animaux qui réagissent à des stimuli externes. Les différents animaux réagissent en fonction de leur programmation génétique. Ils ne peuvent pas analyser les incitations. Les humains peuvent répondre plutôt que réagir aux choses qui leur arrivent. Malheureusement, nous n'utilisons pas tous cet avantage humain et nous devons apprendre à le corriger. Être proactif, c'est assumer la responsabilité de ses actes au lieu de rejeter la faute sur les circonstances. Les personnes réactives voient leurs comportements et leurs émotions dictés par des circonstances et des sentiments extérieurs. Lorsque vous hélez un taxi et que quelqu'un d'autre s'y engouffre, vous le blâmez. Les personnes réactives n'assument pas non plus leurs responsabilités lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les personnes proactives pensent que leur humeur ou leur comportement dépendent de leur ingénierie interne. Plutôt que de blâmer les autres pour l'échec, elles cherchent la voie à suivre. Elles considèrent la vie en termes de 2 cercles concentriques. Le cercle des préoccupations. Le cercle d'influence. Le premier cercle concerne les choses qui nous inquiètent. Les factures à payer, les emprunts à rembourser, les conditions météorologiques, l'évolution de la situation économique, etc. Le second, le cercle d'influence, contient les choses que nous pouvons changer. En travaillant dans ce domaine, le cercle s'agrandit lorsque l'on reconnaît les choses que l'on peut changer. En revanche, le cercle se rétrécit lorsque l'on se concentre sur quelque chose sur lequel on n'a que peu ou pas de contrôle. La proactivité fait de vous une personne hautement compétente dans les circonstances les plus atténuantes. Le neurologue autrichien Viktor Frankl a été emprisonné à plusieurs reprises dans des camps de concentration allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré la torture et les conditions déplorables, il a choisi de répondre plutôt que de réagir aux circonstances. Il s'est concentré sur son esprit car c'était la seule chose qu'il pouvait contrôler. Il pensait à une vie plus heureuse et à la façon dont il raconterait aux autres son expérience dans les camps de concentration. Frankl a utilisé le petit écart entre les stimuli externes et l'action pour trouver sa liberté. Vous pouvez vous mettre au défi d'être proactif pendant 30 jours. Choisissez d'assumer vos responsabilités lorsque vous êtes tenté de rejeter la responsabilité de votre problème sur les autres. Rappelez-vous que le vrai problème n'est pas le problème lui-même, mais la façon dont vous y réagissez. Point clé 4. Apprenez à créer des images mentales précises et des énoncés de mission sans faille. Nous faisons les choses 2 fois. D'abord, nous concevons une idée dans notre esprit, puis nous l'exécutons dans le monde réel. Avant de construire une maison, nous dessinons un plan précisant le nombre de pièces, la disposition, la taille et d'autres détails complexes. Vous serez plus enclin à commettre des erreurs si vous érigez un bâtiment sans une planification minutieuse. Pour gagner, vous devez visualiser ce que signifie gagner et le mettre en œuvre. Une bonne planification est la clé d'une exécution impeccable de tout objectif valable. Consacrez du temps à la visualisation. Écrivez vos objectifs finaux et détaillez les étapes à suivre pour les atteindre. Avant de commencer, regardez la fin. Anticipez les obstacles et prévoyez des solutions à l'avance. Vous ne perdrez pas votre chemin si vous demandez plusieurs fois votre chemin. Ne vous précipitez pas. Planifiez, préparez, exécutez. La visualisation permet d'accroître l'efficacité. Réfléchissez à ceci. Quel mot ornerait votre tombeau si vous mouriez aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous travaillent de manière productive, mais pas de manière efficace. Nous atteignons des objectifs qui, en fin de compte, n'ont pas d'importance. Un vieux dicton dit que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, n'importe quel endroit devient une destination. Être productif, c'est faire beaucoup en peu de temps. Sans objectif précis, la productivité peut devenir dangereuse. Vous pourriez progresser, mais pas dans la bonne direction. Être efficace, c'est poursuivre les choses qui comptent et comprendre que tout le reste est une perte de temps et d'effort. Les personnes efficaces ne se contentent pas d'atteindre des objectifs au hasard. Elles vivent leur vie de manière intentionnelle parce qu'elles ont une vue d'ensemble et qu'elles investissent leurs ressources dans les choses qui comptent vraiment.
Pour définir vos objectifs et votre credo, rédigez votre mission. Il s'agit d'un document qui clarifie vos principes et vos valeurs fondamentales. Votre déclaration de mission guidera vos actions. La rédaction d'une déclaration de mission nécessite une réflexion approfondie. Vous ne devez pas la faire à la hâte, car elle constituera le fondement de votre vie. Une fois que vous avez ce sens de la mission, vous avez l'essence de votre propre proactivité. Vous avez la vision et les valeurs qui dirigent votre vie. Stephen R. Covey. Point clé 5. Établissez vos priorités et recherchez des résultats bénéfiques pour tous. Il y a tant de choses qui se bousculent pour attirer notre attention. Si vous ne faites pas attention, vous sacrifierez les choses importantes au profit de choses qui ne le sont pas, mais qui semblent nécessiter une attention urgente. Les stratégies de gestion du temps que beaucoup d'entre nous appliquent nous incitent souvent à donner la priorité à notre emploi du temps existant. Cette approche favorise la productivité plutôt que l'efficacité. Consacrez votre temps à la réalisation de vos priorités plutôt qu'à leur programmation. En fonction de l'urgence et de l'importance, toutes vos activités sont classées en 4 catégories. Des choses urgentes qui sont aussi importantes. Des choses importantes qui ne sont pas urgentes. Des choses urgentes qui ne sont pas importantes. Des éléments qui ne sont ni importants ni urgents. La catégorie la plus importante est la deuxième catégorie. Elle contient les choses qui déterminent la façon dont notre vie se déroule en fin de compte. En travaillant dans cette direction, nous constaterons que les choses urgentes de notre vie diminueront. Cependant, nous devons d'abord identifier les activités qui entrent dans cette catégorie. Ensuite, nous apprenons à leur consacrer du temps de manière intentionnelle. Les interactions avec les autres manifestent notre interconnexion. Dans la plupart des situations, nous essayons d'avoir l'avantage sur les autres lorsque nous traitons avec eux. Nous pensons que quelqu'un d'autre doit perdre pour que nous gagnions, mais c'est un paradigme erroné, car 2 personnes ayant une approche gagnant-perdant risquent d'aboutir à un résultat perdant-perdant. Il y a généralement assez pour les besoins de chacun, mais pas pour l'avidité de tous. Lorsque nous pensons gagnant-gagnant, nous créons des relations positives qui seront très gratifiantes à long terme. Faites en sorte que tout le monde quitte la table des négociations satisfait, même s'il n'y a pas d'accord. Tant que les conditions satisfont les 2 parties, il n'est pas nécessaire de manipuler l'autre ou de faire pression sur lui. Si c'est le cas, c'est une situation perdante pour les 2 parties. Après tout, ce n'est pas tout le monde qui se sent bien après avoir écrasé quelqu'un. Pour avoir une mentalité gagnant-gagnant, nous devons devenir sensibles et patients. Ces qualités créeront un climat de confiance mutuelle bénéfique pour tous. En outre, nous pouvons appliquer la mentalité gagnant-gagnant à nos relations au-delà des transactions commerciales. Par exemple, que pouvons-nous faire pour parvenir à une situation gagnant-gagnant dans nos relations avec nos conjoints, nos enfants, nos parents ou nos collègues? Tentez de les convaincre d'essayer le nouvel accord. Passez à l'action. Point clé 6. Développer de bonnes relations avec les autres en effectuant des dépôts sur leurs comptes bancaires émotionnels. La bonne volonté, le temps et les efforts sont les monnaies que nous dépensons dans nos interactions avec les gens. Plus nous en investissons, plus notre dépôt émotionnel est important. Chaque fois que nous blessons d'autres personnes, nous effectuons des retraits. Un solde positif indique une relation saine et vice-versa. La meilleure stratégie pour résoudre les problèmes potentiels est de les prévenir. En l'absence de dépôt émotionnel dans une relation spécifique, nous devons faire attention à nos paroles et à nos actes tout en prenant des mesures pour rétablir le lien. Tenir ses promesses est un gage de confiance, la monnaie la plus élevée de la banque émotionnelle. Les pratiques permettant d'entretenir d'excellentes relations sont nombreuses. 1. L'empathie et une excellente capacité d'écoute. L'égoïsme, le manque d'empathie et les promesses non tenues se retournent contre vous comme le karma. 2. L'intégrité personnelle par la loyauté et la sensibilité aux besoins d'autrui. Le commérage est le contraire de cette vertu. Être prêt à défendre quelqu'un en son absence est un signe de courtoisie. 3. Faire de la place aux autres. S'impliquer dans la vie des autres est un moyen simple d'avoir des relations saines. 4. La responsabilité. Ceux qui reconnaissent leurs erreurs et s'excusent ont des dépôts plus importants dans la banque des émotions. Comment nous sentirions-nous si le médecin nous donnait des pilules sans nous écouter correctement? En effet, nous prendrions ces recommandations avec méfiance.
Mais c'est ce que nous faisons tout le temps avec ceux qui nous entourent. Nous n'écoutons pas pour comprendre, mais pour répondre. Nous projetons notre situation et nos pensées sur les autres. Par conséquent, l'empathie est l'une des valeurs les plus précieuses dans lesquelles nous pouvons investir pour faire de bons dépôts et avoir un impact positif sur la vie des autres. L'écoute empathique exige que nous nous immergions dans la vision du monde de la personne. Nous devons ressentir ce qu'elle ressent et penser à ce qu'elle pense. Le langage corporel peut dissimuler la plupart des émotions négatives. Parfois, nous devons ignorer les mots, observer les gestes des gens et nous concentrer sur les sons et autres indices non verbaux. Lorsque nous pratiquons l'écoute empathique, les gens s'ouvrent davantage à nous et suivent nos conseils parce qu'ils se rendent compte que nous sommes en phase avec eux. C'est pourquoi les personnes qui savent écouter ont généralement des relations saines. Le saviez-vous? Les experts en communication affirment que le langage corporel et les sons représentent 90% de nos paroles. Point clé 7. Le respect et l'ouverture sont des ingrédients essentiels à la synergie. Lorsque la somme est supérieure à la combinaison des parties, il y a synergie. En d'autres termes, 1 plus 1 doit être plus que 2. Les différences dans nos visions du monde et nos orientations rendent la synergie difficile, voire impossible. Mais imaginons que nous soyons prêts à admettre nos différences et à reconnaître nos particularités individuelles. Dans ce cas, il peut être possible d'exploiter le pouvoir de la synergie. Nous ne sommes pas obligés de penser de la même manière ou d'avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses. La synergie exige que nous apportions des choses différentes à la table et nous devrions valoriser cela. Toutes les habitudes précédentes renforcent la suivante. Assumer ses responsabilités, écouter les autres pour les comprendre, apprécier leurs contributions et l'appliquer à la résolution d'un problème commun afin de produire une synergie. David Lilienthal a pris la tête de la Commission de l'énergie atomique après la Seconde Guerre mondiale. Il a réuni une équipe composée des meilleurs cerveaux du pays. Lilienthal leur a demandé de prendre les premières semaines pour apprendre à se connaître. Il a été très critiqué pour cela, mais son objectif était de créer un climat de confiance. Cet exercice a permis de créer un environnement de travail sain qui a produit d'excellents résultats. Tous les membres du groupe ont éprouvé du respect les uns pour les autres et ont trouvé des solutions à leurs désaccords. Ayant observé les personnalités des uns et des autres, leur respect s'est transformé en compréhension. Par conséquent, les connaissances combinées ont permis d'obtenir des résultats efficaces. Cette stratégie de communication est abordable et peut être reproduite dans n'importe quel contexte de groupe. Sa beauté réside dans une communication respectueuse. Ce dernier point est simple à première vue. Cependant, une grande considération présuppose une maturité optimale de la part de la personne. La communication respectueuse n'implique pas d'émotions excessives au point d'en arriver à l'empathie. Ici, la reconnaissance des compétences et des connaissances des autres est suffisante pour obtenir des résultats productifs. Les émotions, en revanche, peuvent provoquer des confrontations personnelles. Quoi qu'il en soit, la confiance est l'élément clé d'une collaboration mature. Mais nous devons aborder nos interactions avec les autres avec des motivations pures. Le résultat peut être indépendant de notre volonté, mais nous devons rester optimistes et ouverts. L'ouverture d'esprit est essentielle pour parvenir à une synergie. Nous pouvons la trouver dans nos relations avec les personnes avec lesquelles nous ne nous entendons pas si nous combinons la confiance en soi, l'ouverture d'esprit et l'analyse objective des points de vue. Point clé. 8. Prenez le temps d'améliorer votre vie physique, spirituelle, mentale et sociale pour rester très efficace. Nous sommes l'atout le plus important de notre vie. Nous sommes la seule promesse faite à nous-mêmes et nous sommes libres de réagir et de changer en fonction des circonstances extérieures. Tant que nous restons sensibles à tout ce qui nous entoure, cet actif prendra de la valeur. L'investissement en nous-mêmes est le seul dépôt qui rapporte, quelle que soit la situation économique ou sociale. Pour y parvenir, nous devons prendre soin de nous physiquement, mentalement et spirituellement. Pour maintenir notre efficacité, nous devons prendre le temps de recharger nos batteries. C'est comme l'affûtage d'une scie. Lorsque les bûcherons abattent des arbres, ils prennent le temps d'affûter la scie pour rester efficaces. Ce n'est jamais du temps perdu et c'est un investissement qui en vaut la peine. Le bûcheron qui ne s'arrête pas pour affûter sa scie
n'abattra pas plus d'arbres que celui qui le fait. Notre vie en tant qu'être humain comporte 4 dimensions qu'il convient d'entretenir: physique, spirituelle, mentale et sociale, émotionnelle. Sur le plan physique, nous devons faire attention à ce que nous mangeons, faire de l'exercice régulièrement et ne nous autoriser qu'une bonne dose de stress. Faire de l'exercice semble plus accessible en termes de temps si l'on considère qu'il s'agit d'une séance de 30 minutes par jour. Sur le plan spirituel, les exercices de pleine conscience, la prière et la réflexion sur nos valeurs et nos principes sont des pratiques essentielles. La pratique diffère selon les personnes, mais l'objectif final est d'atteindre l'harmonie à l'intérieur de soi. Elle permet également de définir une mission personnelle, c'est-à-dire sa place dans le monde. Sur le plan mental, nous devons nous adonner davantage à nos loisirs et lire de bons livres, réduire le temps passé devant la télévision et créer quelque chose qui en vaille la peine. Tenir un journal, écrire des poèmes ou des lettres en sont quelques exemples. Nous pouvons également participer à la planification et à l'organisation d'événements pour garder notre esprit actif. Sur le plan social, nous pouvons nous efforcer d'établir des relations saines, participer à des activités qui impliquent d'autres personnes et montrez-leur un amour sincère. Efforcez-vous de vivre en paix avec tout le monde. Ayez un charme agréable. En même temps, nous ne devrions pas nous isoler des autres. Nous recevons l'influence des autres et les affectons mutuellement. Nous sommes des miroirs sociaux les uns pour les autres. Plus le reflet est positif, plus nous avons de chances de rencontrer des personnes proactives et d'adopter leur vision. Prenez le temps de réfléchir et de renouveler vos forces. L'évaluation de vos performances vous aide à voir les choses sur lesquelles vous devez travailler. Conclusion du résumé. À première vue, les êtres humains sont compliqués. Cependant, en plongeant dans notre psyché, nous découvrons des clés simples qui nous permettent de libérer notre potentiel. L'auteur les a observées en tant qu'éléments de la condition humaine pour proposer 7 habitudes essentielles qui améliorent considérablement la vie des gens. 1. Être proactif. 2. Commencer en pensant à la fin. 3. Établir un calendrier de vos priorités. 4. Penser gagnant-gagnant. 5. Donner la priorité à la compréhension donnée plutôt qu'à la compréhension reçue. 6. La synergie. 7. Aiguiser la scie. Qu'en est-il aujourd'hui? Pouvons-nous utiliser ces habitudes au XXIe siècle? Certainement, si nous voulons être très efficaces dans notre vie, notre travail et nos relations. Cultiver des valeurs, faire preuve d'empathie pour les autres et ne pas disperser notre énergie sur des questions insignifiantes rendra la vie plus saine. Cependant, la nouvelle ère exige de nouvelles habitudes telles que la résilience, la flexibilité et la pensée critique. Nous devons apprendre à tolérer les circonstances, à les percevoir comme le cours naturel des choses et à prendre des risques. Les environnements changent et ils ont toujours changé. L'important, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies avancées, nous pouvons observer ces changements directement et avec plus d'attention. Le changement est à la base de toute notre existence et, dans une large mesure, il en est le moteur. Et voici le piège associé à la technologie et à l'Internet en particulier. L'accès à l'information et son afflux peuvent être dangereux si nous les traitons sans esprit critique. La persévérance, l'adaptabilité et le brainstorming peuvent constituer un sous-ensemble de départ pour la personne hautement productive du XXIe siècle. À essayer. Venez quand les gens ont besoin de vous. Parfois, le simple fait d'être présent est synonyme de grand soutien. Dites toujours merci pour reconnaître les efforts de quelqu'un, surtout s'il n'est pas sûr de lui. Voyez les autres. Il s'agit ici d'écouter avec empathie, en posant des questions sur les choses qui dérangent l'autre personne, plutôt qu'en racontant ses propres expériences. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.